Lundi 30 mai. Je m'éveillai vers 6 heures du matin pour constater que la télévision fonctionnait de nouveau. La réception d'e-télé était mauvaise, mais celle de BFM tout à fait correcte. Tous les programmes étaient bien entendu consacrés aux événements de la veille. Les commentateurs soulignaient l'extrême fragilité du processus démocratique. Car le code électoral était formel. Il suffisait que les résultats d'un seul bureau de vote dans toute la France soient rendus indisponibles pour que l'élection entière soit invalidée. Il soulignait également que c'était la première fois qu'un groupuscule avait l'idée d'exploiter cette faiblesse. Tard dans la nuit, le Premier ministre avait annoncé que de nouvelles élections seraient organisées dès le dimanche suivant, mais que cette fois, l'ensemble des bureaux de vote seraient placés sous la protection de l'armée. Sur la question des conséquences politiques de ces événements, les commentateurs étaient cette fois en total désaccord, et je suivis leurs arguments contradictoires pendant une bonne partie de la matinée, avant de descendre dans le parc, un livre à la main. Les conflits politiques n'avaient pas manqué à l'époque de Huysmans. Il y avait eu les premiers attentats anarchistes. Il y avait eu aussi la politique anticléricale menée par le gouvernement du petit père Combes, dont la violence paraissait aujourd'hui inouïe. Le gouvernement était allé jusqu'à ordonner la spoliation des biens ecclésiastiques et la dispersion des congrégations. Ce dernier point avait personnellement touché Huysmans, l'obligeant à quitter la baie de Ligugé, où il avait trouvé refuge. Cela ne tenait pourtant qu'une place minime dans son œuvre. Les questions politiques dans leur ensemble semblaient l'avoir laissé tout à fait indifférent. J'aimais depuis toujours ce chapitre d'À rebours, dans lequel des esseintes, après avoir projeté un voyage à Londres inspiré par une relecture de Dickens, se retrouvent coincés dans une taverne de la rue d'Amsterdam, incapables de s'arracher de sa table. Une immense aversion pour le voyage, un impérieux besoin de rester tranquille s'imposait. Au moins aurais-je réussi à quitter Paris. Au moins aurais-je atteint le lot, me dis-je en contemplant les branches des châtaigniers doucement agitées par la brise. Je savais que j'avais fait le plus difficile. Un voyageur solitaire suscite d'abord la méfiance, voire l'hostilité, mais peu à peu les gens s'habituent, les hôteliers comme les restaurateurs. Ils se disent qu'ils n'ont finalement affaire qu'à un original, somme, tout inoffensif. En effet, lorsque je revins dans ma chambre en début d'après-midi, la gérante de l'hôtel me salua avec une relative chaleur et m'apprit que le restaurant rouvrirait le soir même. Il y avait de nouveaux clients, un couple anglais d'une 60aine d'années. Le mari avait l'air d'un intellectuel, voire d'un universitaire. C'était le genre à visiter impitoyablement les chapelles les plus reculées, incollables sur l'art romain quercinois et sur l'influence de l'école de Moissac. On n'avait pas de problème avec ces gens-là. Aussi bien iTélé que BFM revenaient sur les conséquences politiques du report du second tour de la présidentielle. Le bureau politique du Parti socialiste était en réunion. Le bureau politique de la Fraternité musulmane était en réunion. Même le bureau politique de l'UMP avait jugé bon de se réunir. Les journalistes multipliant les duplex entre la rue de Solferino, la rue de Vaugirard et le boulevard Malesherbes parvenaient assez correctement à dissimuler le fait qu'ils ne disposaient d'aucune information réelle. Je ressortis vers 17 heures. La vie semblait peu à peu revenir dans le village. La boulangerie était ouverte. Des passants traversaient la place des Consuls. Il ressemblait à peu près à ce que j'aurais pu m'imaginer si j'avais voulu me représenter les habitants d'un petit village du lot. Au Café des Sports, l'affluence était faible et la curiosité pour l'actualité politique semblait s'être éteinte. Le téléviseur dans le fond de la salle était réglé sur Télé Monte Carlo. Je venais de terminer ma bière lorsqu'il me sembla reconnaître une voix. Je me retournai. Alain Tanner à la caisse était en train de payer une boîte de cigarillos café crème. Il tenait sous le bras un sac de la boulangerie, dont dépassait un pain de campagne. L'époux de Marie-Françoise se retourna à son tour. Son visage s'arrondit dans une mimique de surprise. Plus tard, devant une autre bière, je lui expliquai que j'étais là par hasard et lui racontai ce que j'avais vu à la station de Pecq-Montat. Il m'écouta avec attention, sans manifester de réelle surprise. « Je m'en doutais, » dit-il une fois que j'eus terminé mon récit. Je me doutais qu'en plus des attaques de bureaux de vote, il y avait eu des affrontements dont les médias n'avaient pas parlé. Et il y en a sûrement eu beaucoup d'autres en France. Sa propre présence à Martel ne devait rien au hasard. Il y possédait une maison qui appartenait auparavant à ses parents, c'était un enfant du pays,
Et c'est à Martel qu'il comptait prendre sa retraite, très prochainement maintenant. Si le candidat musulman passait, Marie-Françoise était certaine de ne pas retrouver sa chair. Aucun poste d'enseignement ne pourrait être occupé par une femme dans une université islamique. C'était une impossibilité totale. Et lui, son poste à la DGSI? J'ai été mis à pied, me dit-il avec une colère rentrée. J'ai été mis à pied vendredi matin, moi et toute mon équipe, poursuivit-il. Ça s'est passé très vite. Ils nous ont laissé 2 heures pour libérer nos bureaux. Et vous savez pourquoi? Oh oui, je sais pourquoi. Dans la journée de jeudi, j'avais adressé un rapport à ma hiérarchie qui les avertissait que des incidents risquaient de se produire en différents points du territoire. Des incidents ayant pour but d'empêcher la tenue normale des élections. Ils n'ont tout simplement rien fait et j'ai été mis à pied le lendemain. Il me laissa le temps de digérer l'information avant de conclure. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer à votre avis? Vous voulez dire que le gouvernement souhaitait que le processus électoral soit interrompu? Il hocha lentement la tête. Je ne pourrais pas le prouver devant une commission d'enquête parce que mon rapport n'était pas extrêmement précis. Par exemple, j'étais persuadé, en recoupant les mémos de mes informateurs, que quelque chose allait se passer à Mulhouse ou dans son agglomération. Mais je ne pouvais absolument pas dire si ce serait dans le bureau de vote de Mulhouse 2, Mulhouse 5, Mulhouse 8. Les protégés tous auraient demandé le déploiement de moyens importants. Et c'était la même chose pour tous les points menacés. Mes supérieurs pourraient parfaitement arguer que ce n'aurait pas été la première fois que la DGSI se serait montrée exagérément alarmiste. En bref, qu'ils avaient connu un risque admissible. Mais ma conviction, je vous le répète, est sensiblement différente. Vous connaissez l'origine de ces actions? C'est exactement celle que vous pouvez imaginer. Les identitaires? Les identitaires, oui, pour une part, et aussi le jeune musulman djihadiste, pour une part à peu près égale, d'ailleurs. Et vous pensez qu'ils ont des liens avec la fraternité musulmane? Non, ils secouaient la tête avec fermeté. J'ai passé 15 ans de ma vie à enquêter sur le sujet. Jamais on n'a pu établir la moindre connexion, le moindre contact. Les djihadistes sont les salafistes dévoyés qui recourent à la violence au lieu de faire confiance à la prédication. Mais ils restent des salafistes. Et pour eux, la France est terre d'impiété, d'Allah Kufr. Pour la fraternité musulmane, au contraire, la France fait déjà potentiellement partie du Dar al-Islam. Mais surtout pour les salafistes, toute autorité vient de Dieu. Le principe même de la représentation populaire est impie. Jamais ils ne songeraient à fonder ni à soutenir un parti politique. Cela dit, même s'ils sont fascinés par le djihad mondial, les jeunes extrémistes musulmans souhaitent au fond la victoire de Ben Abbès. Ils n'y croient pas, ils pensent que le djihad est la seule voie, mais ils n'essaieront pas de l'empêcher. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne le Front National et les identitaires. Pour les identitaires, la seule vraie voie, c'est la guerre civile, mais certains ont été proches du Front National avant de se radicaliser, et ils ne feront rien qui puisse lui nuire. Depuis leur création, le Front National, comme la fraternité musulmane, ont choisi la voie des urnes. Ils ont fait ce pari qu'ils pouvaient arriver au pouvoir en respectant les règles du jeu démocratique. Ce qui est curieux, et même amusant si l'on veut, c'est qu'il y a quelques jours, les identitaires européens, comme les musulmans djihadistes, se sont persuadés, chacun de leur côté, que le parti adverse allait l'emporter, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'interrompre le processus électoral en cours. Et d'après vous, qui avait raison? Ça, je n'en sais absolument rien. Pour la première fois, il se détendit, sourit franchement. Il y a une espèce de légende qui remonte aux anciens renseignements généraux qui veut que nous ayons accès à des sondages confidentiels jamais publiés. C'est un peu un enfantillage, mais c'est un peu vrai aussi. Cette tradition, c'est dans une certaine mesure maintenue. Eh bien, en l'occurrence, les sondages secrets donnaient exactement les mêmes prévisions que les sondages officiels, du 50-50 jusqu'au bout, à quelques dixièmes de point près. Je commandai 2 autres bières. Il faudra que vous veniez dîner à la maison, dit Tanner. Marie-Françoise sera contente de vous voir. Je sais que ça l'ennuie beaucoup de quitter son poste à l'université. Moi, ça m'est un peu égal, je devais partir à la retraite dans 2 ans, de toute façon. Et évidemment, ça se termine d'une manière un peu déplaisante. Mais je vais toucher l'intégralité de ma pension, c'est certain, et sans doute une gratification exceptionnelle. Je pense qu'ils vont faire le maximum pour éviter que je ne leur pose des problèmes. Le serveur apporta nos bières, une coupelle d'olive.
Il y avait plus de monde maintenant dans le café, des gens qui parlaient fort et se connaissaient visiblement tous, et certains saluaient Tanner en passant près de notre table. Je grignotais 2 olives, hésitant. Il y avait quelque chose qui m'échappait, quand même, dans la succession des événements. Après tout, je pouvais lui en parler. Il avait peut-être une idée sur la question. Il semblait avoir des idées sur beaucoup de choses. Je regrettais de n'avoir prêté jusqu'à présent qu'une attention anecdotique, superficielle à la vie politique. Ce que je ne comprends pas, dis-je après une gorgée de bière, c'est ce qu'espéraient les gens qui ont pris d'assaut les bureaux de vote. Parce que de toute façon, les élections vont pouvoir avoir lieu dans une semaine sous la protection de l'armée et le rapport des forces n'a pas changé. Le résultat restera tout aussi incertain. À moins peut-être qu'on ne parvienne à établir que les responsables des incidents sont les identitaires, auquel cas la fraternité musulmane en bénéficierait, ou au contraire les musulmans, et ça profiterait au Front National. Non, ça je peux vous le dire avec certitude, il sera impossible de prouver quoi que ce soit, dans un sens comme dans l'autre, et personne n'essaiera. Par contre, il va se passer des choses sur le plan politique, sans doute très vite, probablement dès demain. Une première hypothèse, c'est que l'UMP se décide à conclure une alliance électorale avec le Front National. L'UMP, si on veut, ce n'est plus grand-chose. Ils sont en chute libre. Mais ça reste suffisant pour faire pencher la balance et pour emporter la décision. Je ne sais pas, je n'y crois pas beaucoup. Il me semble que si ça devait se faire, ça serait déjà fait depuis pas mal d'années. Vous avez tout à fait raison, s'exclama-t-il avec un grand sourire. Au début, le Front National était prêt à tout pour conclure une alliance avec l'UMP et pour se rallier à une majorité de gouvernement. Et puis peu à peu, il s'est mis à grandir, à croître dans les sondages. Alors l'UMP a commencé à prendre peur, par de leur populisme, ni de leur fascisme supposé. Les dirigeants de l'UMP ne verraient aucun inconvénient à prendre quelques mesures sécuritaires aux xénophobes, qui sont de toute façon massivement souhaitées par leur électorat, enfin ce qu'il en reste. Mais dans les faits, l'UMP est maintenant de très loin le parti le plus faible de l'Alliance. Et ils ont peur, s'ils concluent un accord, d'être simplement annihilés, absorbés par leurs partenaires. En plus, il y a l'Europe et c'est le point fondamental. Le véritable agenda de l'UMP, comme celui du PS, c'est la disparition de la France, son intégration dans un ensemble fédéral européen. Ces électeurs, évidemment, n'approuvent pas cet objectif, mais les dirigeants parviennent depuis des années à passer le sujet sous silence. S'ils concluaient une alliance avec un parti ouvertement anti-européen, ils ne pourraient pas persévérer dans cette attitude, et l'alliance ne tarderait pas à voler en éclats. C'est pour ça que je crois davantage à une seconde hypothèse, la création d'un front républicain où l'UMP se rallierait, comme le PS, à la candidature Ben Abbès, sous réserve bien entendu d'une participation suffisante au gouvernement et d'accord pour les prochaines législatives. Ça me paraît difficile aussi, enfin très surprenant. Vous avez encore une fois raison. Il sourit à nouveau, se frotta les mains, tout cela l'amusait visiblement beaucoup. Mais c'est difficile pour une autre raison. C'est difficile parce que c'est surprenant, parce que ça ne s'est jamais vu, depuis la libération tout du moins. Cela fait si longtemps que l'opposition gauche-droite structure le jeu politique qu'il nous paraît impossible de s'en sortir. Pourtant, dans le fond, il n'y a aucune difficulté réelle. Ce qui sépare l'UMP de la fraternité musulmane est même beaucoup moins grand que ce qui en sépare le Parti socialiste. Nous en avions parlé, je me souviens, lors de notre première rencontre. Si le Parti socialiste a finalement cédé sur l'éducation nationale, s'il est parvenu à un accord avec la fraternité musulmane, si sa mouvance antiraciste a réussi en interne à l'emporter sur sa mouvance laïque, c'est parce qu'ils y étaient absolument acculés, qu'ils étaient au fond du trou. Les choses seront moins difficiles pour l'UMP, qui est encore plus proche de la désintégration et qui n'a jamais accordé la moindre importance à l'éducation. Le concept à l'éducation, le concept lui est même presque étranger. Par contre, il faut que l'UMP et le PS s'habituent à l'idée de gouverner ensemble, et ça c'est pour eux absolument nouveau. C'est exactement l'inverse de tout ce qui structure leur prise de position depuis leur entrée en politique. Il reste bien sûr une troisième possibilité, c'est qu'il ne se passe rien, qu'aucun accord ne soit trouvé et que le second tour se rejoue exactement sur les mêmes positions et avec la même incertitude. C'est en un sens le plus probable, mais c'est aussi extrêmement inquiétant. D'abord, le résultat final n'a jamais été aussi incertain dans l'histoire de la Ve République.
Ensuite et surtout, aucune des deux formations qui restent en présence n'a la moindre expérience des responsabilités gouvernementales, sur le plan national ni même local. Ce sont en matière politique de parfaits amateurs. Il termina sa bière, me regarda de son œil pétillant d'intelligence. En dessous de sa veste, Prince de Galles y portait un polo. Il était bienveillant, sans illusion et sagace. Il devait très vraisemblablement être abonné à Historia. J'imaginais très bien une collection d'Historia reliée dans une bibliothèque près de la cheminée, avec probablement des ouvrages plus pointus, genre Dessous de la France-Afrique, ou Histoire des services secrets depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans doute avait-il déjà été interrogé par les auteurs de ces ouvrages, ou le serait-il prochainement dans sa retraite carcinoise. Il devrait garder le silence sur certains sujets, se sentirait autorisé à s'exprimer sur d'autres. « Alors, c'est d'accord pour demain soir ?» demanda-t-il après avoir fait signe au serveur pour payer. « Je passerai vous prendre à votre hôtel. Marie-Françoise sera ravie, vraiment. » Le soir tombait sur la place des Consuls, et le soleil couchant teintait la pierre blonde de lueur fauve. Nous étions face à l'hôtel de la Raymondie. « C'est un village ancien, n'est-ce pas ?» lui demandai-je. « Très ancien, et son nom de Martel ne lui a pas été donné par hasard. Tout le monde sait que Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers en 732, donnant un coup d'arrêt à l'expansion musulmane vers le nord. C'est en effet une bataille décisive qui marque le vrai début de la chrétienté médiévale. Mais les choses n'ont pas été aussi nettes. Les envahisseurs ne se sont pas repliés immédiatement, et Charles Martel a continué de guerroyer contre eux pendant quelques années en Aquitaine. En 743, il a remporté une nouvelle victoire près d'ici et a décidé en remerciement d'édifier une église. Elle portait son blason, 3 marteaux entrecroisés. Le village s'est construit autour de cette église qui a ensuite été détruite, puis rebâtie au XIVe siècle. C'est vrai qu'il y a eu énormément de batailles entre la chrétienté et l'islam. Se battre est depuis toujours une des activités humaines majeures. La guerre est de nature, comme disait Napoléon. Mais je crois qu'avec l'islam, le moment est maintenant venu d'un accommodement, d'une alliance. Je lui tendis la main pour prendre congé. Il surjouait un peu son rôle de vétéran des services secrets, vieux sage à la retraite, etc. Mais après tout, sa mise à pied était toute récente. On comprenait qu'il lui fallait du temps pour s'habituer à son nouveau personnage. J'étais ravi en tout cas d'être invité chez lui le lendemain. On pouvait déjà être certain que le porto serait de bonne qualité, et j'avais assez confiance pour le repas aussi. Il n'était pas du genre à prendre la gastronomie à la légère. Regardez la télévision demain. Suivez l'actualité politique, me dit-il juste avant de partir. Je suis prêt à parier qu'il va se passer quelque chose.